propose à chacun d'entre vous de se présenter brièvement lors de votre première prise de parole. Juste pour rappeler que donc on parle de mobilité urbaine ces deux journées et on parle beaucoup du transport de passagers ou de la mobilité de passagers. Quand j'entends transport, pas seulement transport en commun, mais hier on a beaucoup parlé des trottinettes par exemple. Mais évidemment, il y a aussi le transport de marchandises et qui utilise également la voirie. Et c'est un sujet qui englobe le sujet de la consommation de proximité. C'est à la fois, ça se réfère à la fois à l'autonomie des villes, à ce qu'elles peuvent consommer, est-ce qu'elles peuvent être autonomes à la fois en alimentation mais aussi en biens manufacturiers. Et sujet dont on entend plus souvent parler, et d'ailleurs encore très récemment dans la presse, la fameuse logistique du dernier kilomètre qui empoisonne pas mal les centres-villes aujourd'hui et d'ailleurs contre laquelle les collectivités commencent à prendre des mesures. Donc sujet vraiment en plein cœur d'actualité. Je vais proposer à Annabelle Richard de peut-être nous expliquer ce sur quoi, enfin déjà rappeler ce qu'est le cabinet Utopie, mais du coup nous expliquer pourquoi vous vous intéressez à l'autonomie des villes, qu'est-ce qui vous a amené à ça, comment ça a évolué en fait le spectre de vos travaux et qu'est-ce que vous en retirez comme principaux enseignements. Merci beaucoup. Merci Dominique. Bonjour, donc je suis Annabelle Richard, je travaille chez Utopie au sein du pôle économie locale durable. Utopie, on a un cabinet de conseil qui a été fondé en 93 par Elisabeth Laville, donc on fête nos 25 ans cette année. Et en fait, on travaille historiquement sur les questions de développement durable et depuis 5 ans, on regarde en fait en quoi les dynamiques économiques locales, elles sont au service des transitions. Donc on a historiquement regardé le développement durable plus sous un angle écologique et social. Et là, depuis 5 ans, on a des outils qui nous permettent en fait de modéliser le fonctionnement de l'économie sur 380 secteurs à une échelle assez fine, territoriale. Et donc on peut explorer des sujets comme l'alimentation, qui est le premier sujet qu'on a commencé à explorer il y a 5 ans. Parce qu'il y avait toute la dynamique des villes nourricières, avec Albi notamment, qui s'était donné l'objectif d'être autosuffisante. Et donc on s'est posé la question de cette question de l'autonomie alimentaire en regardant ça sous un angle économique et pas que sous un angle circuit court et relocalisation de la production. Et en fait, on a regardé en fait quelle était la part de la consommation des ménages qui était effectivement produite sur le territoire, en regardant toute la chaîne de valeur et en regardant autant les produits bruts que les produits transformés. Donc typiquement, je ne sais pas si vous prenez une sauce bolognaise, on va regarder la part de tomates locales qui a été produite, transformée, distribuée et le pourcentage qui reste au final de local dans votre sauce tomate. Et donc la publication, je ne sais pas si vous l'avez lue, elle s'appelle Autonomie alimentaire des villes, on l'a publiée il y a 2 ans maintenant. Et elle donne un classement des 100 aires urbaines françaises sur ce sujet. Et donc ce qu'on avait montré à l'époque, c'est que le taux est extrêmement faible, c'est qu'il est de 2%. Et donc ça veut dire dans ma sauce tomate, il y a 2% d'ingrédients, même pas à mon avis. Locaux, ouais, c'est ça en moyenne. Après, on peut aller par secteur. Et donc, on a accompagné ensuite plusieurs territoires sur ce sujet-là, notamment le Grand Lyon, la métropole du Grand Lyon, pendant 2 ans, sur la première phase de sa stratégie alimentaire. Et pour le Grand Lyon, on a un peu plus creusé la question et on s'est rendu compte qu'en fait, là, le Grand Lyon a un taux d'autonomie un peu moins de 5%. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'on est sur un système assez absurde parce que le Grand Lyon produit beaucoup de choses. Il y a une belle diversité de production agricole, mais il exporte 95% de ce qu'il a produit ou transformé localement. Et à l'inverse, il doit importer une bonne partie de ce qu'il mais sur les mêmes consomme. produits en fait. Donc il y a un peu de chocolat et de cacao et de café, mais on a un système qui est complètement comme une passoire en fait, où on importe les mêmes choses qu'on exporte, avec un manque à gagner. Enfin, au-delà des émissions de CO2 et des questions de mobilité, des circuits courts et de la logistique dont on parlait, il y a aussi un manque à gagner économique. Pourquoi ? Parce que l'exportation, ça rapporte aussi quand même... Ouais, sans être hyper localiste et en voulant être complètement autosuffisant, on sait que si on a un peu plus d'échanges locaux, on va en fait mathématiquement générer plus de valeur, de richesse sur le territoire. Et donc pour le Grand Lyon, on a vu qu'on pouvait facilement, avec la production actuelle, aller à un 15% d'autonomie, donc passer de 5 à 15.
et en générant plus de 2000 emplois selon les secteurs, soit en production agricole, soit en transformation. Et voilà, la conclusion. Et alors, du coup, ils vont le faire? Parce que c'est en réflexion. C'est un diagnostic, du coup, mais... En tout cas, ce qui était intéressant, c'est que ce qu'on a montré, c'est que c'était un vrai sujet de développement économique, alors historiquement, c'était plus près comme un sujet écologique, genre biodiversité ou agriculture. Et là, on s'est rendu compte que si on voulait passer à 15%, il fallait aussi beaucoup renforcer le tissu industriel. Imaginez des clusters industriels, en fait, qui transforment localement ce qui est produit localement et qui redistribuent. Donc vraiment du circuit court, mais intégral. Parce qu'en fait, les ménages consomment essentiellement des produits transformés. Donc si on travaille que sur la production brute, on passe à côté du problème, en fait. Du coup, là, la dynamique, en tout cas, c'est que ça a été repris par les équipes de développement économique local et que ça fait un sujet, du coup, c'est une vraie opportunité de réflexion sur la revalorisation des friches industrielles, des espaces agricoles abandonnés. Et pour nous, du coup, ce sujet de l'autonomie, c'est aussi un sujet de développement économique. Voilà. Alors, puisqu'on parle pour l'instant d'autonomie sur le plan alimentaire, j'ai peut-être demandé à Hugo Meunier de nous expliquer ce que fait Merci Raymond et en quoi ça peut contribuer à améliorer l'autonomie alimentaire des villes, puisque vous faites dans l'agriculture urbaine. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous, effectivement, Merci Raymond, donc c'est une start-up qui s'est créée il y a 4 ans aujourd'hui. On est 25 personnes qui s'activent quotidiennement, des paysagistes, des urbanistes, des ingénieurs agronomes, des cuisiniers aussi. Et aujourd'hui, on a donc une action qui s'occupe de reconnecter le citadin à la nature au sens large, donc à travers des expériences de jardinage, création de potagers sur des toits, expériences culinaires également. On a ouvert récemment un restaurant qu'on appelle Ultra Locavore dans le 11e arrondissement. L'objectif de ce restaurant-là, c'était aussi de valoriser une partie de la production agricole, urbaine mais aussi périurbaine. On parle beaucoup de l'autonomie et de la suffisance des villes, mais ça contient aussi le périurbain. Aujourd'hui, sachant que de plus en plus d'urbains sont présents en Europe. Notre restaurant avait comme objectif en fait, de valoriser l'agriculture urbaine en intégrant en fait, le système de kilométrage sur la carte, avec notamment la transparence totale, c'est-à-dire qu'on a en moyenne 80 km d'ingrédients qui ont été parcourus. Donc là, ça a un double impact qui est écologique, c'est-à-dire limitation du CO2, mais également alimentaire, c'est-à-dire qu'on retrouve aussi certains goûts, on revalorise une filière agricole, comme on parlait tout à l'heure sur la question de la localité, et on a comme objectif effectivement de travailler sur toutes ces problématiques, que ce soit développement de potagers, mais aussi jusqu'à la finalité, valorisation de cette production agricole, puisqu'on s'est rendu compte que le modèle économique était aussi rattaché à cette expérience en fait. C'est-à-dire que si on compare une tomate qui vient de la proximité de Paris avec une tomate espagnole, ça va être très difficile de faire concurrence, parce qu'aujourd'hui elle est 10 fois moins chère. Voilà. L'espagnol? Tomate espagnole, tomate 10 fois moins chère que la tomate francilienne. Peut-être pas 10 fois. On se rend compte typiquement pour citer un de nos partenaires du restaurant, Agricool, on va acheter les fraises à peu près entre 12 et 15 euros selon le kilo, selon la taille de la fraise, et surtout si ce n'est pas des fraises qui ont été abîmées. La fraise espagnole peut coûter 1 euro, 2 euros au kilo. Donc en fait, on est sur des ratios quand même qui sont, pour parler très concret, qui sont relativement importants. Nous, on s'est rendu compte qu'on a intégré par exemple la laiterie de Paris dans notre restaurant. Avoir la laiterie de Paris à la carte, c'est pas la même planche de fromage. Donc aussi, il y a tout un travail de pédagogie, d'expliquer d'où ça vient, d'expliquer que oui, on soutient une filière agricole française et même francilienne. Voilà. Donc il y a ce travail qui est double, tant les restaurateurs, donc là pour parler de la question alimentaire, qui doivent faire plus de travail, puisque en fait, aujourd'hui, comment ça fonctionne, la restauration, c'est une commande sur Métro ou Transgourmet, il est livré de tous ces produits, viande, légumes et autres, là où en fait, travailler avec des petits producteurs à proximité des villes, donc dans un rayon de 100-200 km, nécessite du travail, puisque c'est des commandes qui sont séparées. Donc là, on parle très concret, mais c'est important de préciser que c'est des difficultés supplémentaires pour les personnes de travailler sur du local, du ultra-local. Et donc, économiquement, moins rentable pour des restaurateurs. Et on en vient toujours à cette finalité de la rentabilité, le bénéfice final pour pouvoir subvenir à des besoins. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce genre de dichotomie entre le local et les prix? Parce que, Annabelle Richard, vous avez travaillé sur le taux d'autonomie, etc. Vous avez très bien expliqué ce qui se passe à Lyon.
Mais si ce genre de différence de prix perdure, c'est impossible à mettre en œuvre finalement. Oui, alors c'est pour ça qu'il faut que ce soit planifié en partie par les territoires d'un point de vue économique, où on crée des vraies filières locales, on crée des espaces, des hubs qui peuvent être les marchés, les mines, ou des plus petits espaces où on refait, on relocalise les échanges économiques autour de l'alimentation. Et ça, c'est de réflexion sur l'amont, la logistique et la vente, mais c'est des nouveaux projets de... Mais qu'est-ce qui va faire baisser les prix? Le volume, la du coup, qui va être... le volume, et puis après, la qualité va faire aussi que... Les gens seront prêts à payer plus cher. Et puis aujourd'hui, on n'intègre pas le coût carbone des non, importations. Voilà, j'allais vous en parler. Et puis, les enjeux de résilience aussi de l'approvisionnement. Donc, l'équation économique, elle va changer dans les années qui viennent. Et après, aujourd'hui, c'est très dispersé, donc c'est plus cher, mais il y a déjà des dynamiques de plateformes de mise en relation entre les fournisseurs et même la grande distribution qui fonctionnent aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas forcément de tout massifier, mais il y a aussi un changement d'échelle. En tout cas, ce qui était ressorti des analyses, c'est qu'il y a un changement d'échelle de la toute petite production qui peut venir peut-être un peu plus moyenne et permettre d'approvisionner de façon plus pertinente de la grande distribution ou des cantines. Et donc, il y a beaucoup de réflexions des collectivités sur les cantines qui sont oui, sur les restaurants collectifs, en fait. Voilà, et ça marche, en fait. C'est juste qu'il faut penser l'équation autrement, mais... D'accord. Voilà, merci. Alors, Olivier, explique-nous ce qu'est Box et en quoi vous contribuez à l'amélioration de cette fameuse logistique du dernier kilomètre. Bonjour Dominique. Box, c'est une start-up qui a été montée il y a 2 ans, qui a développé et déploie des consignes connectées qu'on installe en fait dans les parties communes des immeubles. La promesse de valeur, c'est de pouvoir recevoir ses colis ou échanger des objets en fait à domicile ou aussi facilement que son courrier. On a donc conçu effectivement une solution qui est autonome en énergie, qui ne nécessite pas de Wi-Fi, de carte GSM. Il suffit juste de la solidariser du mur ou du sol pour la rendre fonctionnelle. Aujourd'hui, on est déployé principalement en Île-de-France, auprès de grands clients corporate, type promoteurs, bailleurs sociaux ou via des réseaux de syndics. Pourquoi on a pensé à cette solution? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur la logistique du dernier kilomètre. C'est qu'autant on arrive à recevoir ses colis au pied de chez soi, mais le tout, c'est comment on les reçoit, on les réceptionne dans un contexte où le taux d'équipement en gardien est de plus en plus faible et le nombre de colis de plus en plus important. Juste pour rappel, aujourd'hui, en France, c'est 505 millions de colis qui sont livrés chaque année et on pense atteindre dans les prochaines années le milliard de colis livrés. Donc l'enjeu est absolument colossal. Tout ça dans un contexte où en centre-ville, 50% du congestionnement de centre-ville est lié à la problématique de livraison des colis et ça génère 30% des émissions de CO2 en zone urbaine. Et donc nous, notre conviction, c'est que c'est en déployant des infrastructures comme Box qui vont permettre de garantir la livraison en première instance, qui vont permettre de livrer en horaire décalé et plus rapidement, que cet enjeu de politique urbaine sera adressé, ou en tout cas aidera, sera une partie de l'équation en fait, pour pouvoir adresser ce sujet. Donc si on comprend bien, en fait, il y aura toujours autant de livraisons de type Amazon, on va dire, pour faire court, mais elles vont se faire de manière plus fluide, qui perturberont moins la circulation et donc émettront moins de pollution, etc. C'est ça l'idée oui, ou est-ce que ça peut permettre qu'il y ait moins de livraisons aussi, d'une certaine façon? Oui, non, mais je pense qu'il y aura aussi tout le monde est attaché au commerce de proximité, tout le monde est de plus en plus attaché au lien social, à la dynamisation des centres-villes qui passent par le commerce de proximité. Donc tout le monde est vigilant à préserver cet écosystème. Après, oui, effectivement, Amazon, c'est le premier site d'e-commerce en France. On en consomme de plus en plus. Il va falloir faire avec, ouais. Non, mais donc effectivement, votre proposition permet de fluidifier en fait ce dernier kilomètre du fait que des horaires décalés,
du fait de ne pas devoir se présenter plusieurs fois au domicile des particuliers parce que la consigne, par définition, elle est accessible en permanence. C'est ça, Oui. en fait. Aujourd'hui, il y a des palliatifs qui existent. On peut se faire livrer en consigne publique, on peut se faire livrer dans les points relais, on peut de moins en moins se faire livrer au bureau, mais les gens, ce qu'ils veulent, eux, c'est pouvoir être livrés chez eux. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui existe sur le marché. Mais à propos de lien social, on peut quand même se dire que, ne serait-ce que le point relais, ça favorise quand même un peu plus le lien social que la consigne connectée. Mais vous partez du principe que le partage de la consigne, ça crée un lien. Le point relais, c'était la promesse de valeur pour celui qui accepte d'être point relais. C'était quoi? C'est d'avoir plus de flux de personnes qui viennent dans sa boutique pour recevoir ses colis et au passage pouvoir lui proposer, je sais pas, s'il est chocolatier, des chocolats, etc. Aujourd'hui, en fait, de moins en moins de points relais, parce qu'en fait, cette promesse de valeur, elle est non adressée. Il faut savoir que celui qui a un point relais, il gagne 30 centimes du colis par colis. C'est-à-dire qu'il a livré, il a réceptionné 100 colis, il a gagné 30 euros. Donc, et dans un contexte où finalement, effectivement, les gens viennent chercher leurs colis, mais ils ne vont pas forcément acheter des chocolats parce qu'ils ont reçu. Surtout que vous citez les chocolats, mais moi, les points relais que je connais, c'est des pressings, des trucs où vous n'allez pas comme ça sur un coup de tête. En général, vous y allez. C'est planifié. Non, mais vous avez raison. Ça peut être des buralistes, ça peut être. Il y a tout un tas de gens qui, en tout cas, considèrent que le fait d'avoir plus de flux dans leur boutique va leur permettre de. En tout cas, ce qu'on constate, c'est que partiellement vrai. Et que le nombre de points relais points relais a tendance à diminuer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on déploie des systèmes de consignes publiques, type Amazon Locker, type Pickup, qui permettent de pallier en fait à ce reflux du nombre de points relais. Mais donc, pour revenir sur l'histoire du lien social, vous m'avez parlé de la partage, parce que la consigne connectée, en fait, elle sert plusieurs logements d'un même immeuble. Alors exactement. Nous, on a pris un parti pris qui est assez structurant, c'est que nos consignes, elles sont collectives. Elles sont collectives et elles permettent pas uniquement d'adresser, de réceptionner des colis type de e-commerce, elles permettent aussi d'échanger des objets entre particuliers, d'agglomérer un certain nombre de services qui peuvent être proposés par les artisans du quartier, etc., de manière en fait à proposer en fait une infrastructure qui soit en architecture ouverte et qui permette à tout le monde d'en bénéficier et pas uniquement des sites de e-commerce. Et effectivement, ça crée du lien social. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait de devoir partager une infrastructure nécessite de se faire confiance, même si on a dans nos solutions des systèmes de sécurité qui permettent d'éviter tout type de comportement, on va dire, inélégant de ses co-utilisateurs. Mais ça nécessite de se faire confiance, de se parler. Ça permet d'échanger effectivement des objets. Et donc oui, c'est un facteur de lien social. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel nos clients sont assez sensibles, notamment les bailleurs sociaux et les promoteurs, parce qu'ils souhaitent réellement recréer de la vie et du lien social dans leur programme. Très bien. Alors vous, Hugo Meunier, vous ne nous en avez pas beaucoup parlé, mais l'agriculture urbaine, je pense qu'on peut dire, en tout cas à l'échelle d'une ville comme Paris, qu'on ne peut pas miser sur l'agriculture urbaine pour atteindre l'autonomie alimentaire de la ville. En revanche, il y a aussi des co-bénéfices qui sont plus de l'ordre du social que stricto sensu de l'alimentation. Qu'est-ce que ça prend comme forme? Est-ce que c'est des choses qui se sont dites dès l'apparition des premiers projets d'agriculture urbaine, mais à l'époque c'était des projets et c'était donc on s'attendait à ce que ça crée du lien social. Maintenant que vous avez quelques années de recul, qu'en est-il réellement et quel type de lien ça crée? Est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe entre ces gens qui partagent éventuellement un jardin urbain? Effectivement, vous avez mis l'accent sur le sujet qui est clé, c'est-à-dire aujourd'hui, ils ont estimé un besoin de 600 000 hectares pour nourrir Paris. Et la région francilienne, il faudrait 3 millions d'hectares pour nourrir Paris. On est loin de l'avoir. Aujourd'hui, on a plus une dynamique d'artificialisation des sols. Pourquoi vous dites ça
le grand projet du triangle des Gonesse, là, il a été retoqué pour finir. C'est juste, après, je parle à l'échelle de la France. On a plus 7% par an de zones bétonnées par rapport à ce qu'il pouvait y avoir l'année précédente. De plus en plus dans les PLU est intégrée une nécessité de réintégrer un nombre d'hectares ou pour X mètres carrés bétonner, X mètres carrés végétalisés. On revient sur ces politiques qui ont été menées dans les années 70-80 qui n'avaient pas du tout ces notions en tête, et notamment ces grands projets de centres commerciaux construits en périphérie des villes pour promouvoir de l'emploi et qui finalement venaient s'implanter sur des zones maraîchères qui étaient très productives parce que dans des régions généralement proches de fleuves ou autres. Et aujourd'hui, on se voit avec l'autonomisation des caisses, l'emploi va diminuer par rapport à ce qu'il pouvait y avoir à une certaine époque sur les sans compter le tort causé au commerce de centre-ville. Exactement. Donc voilà, c'est ces doubles lectures qu'il faut avoir en tête. Nous, on milite quotidiennement pour réintégrer ces questions de nature, d'agriculture urbaine, même si on sait que ça a d'autres visions que simplement nourrir les villes. Ça va avoir aussi une question économique, ça peut créer de l'emploi. Nous, aujourd'hui, on est sur des projets où, en s'inspirant du modèle du Bec et Loin, on peut créer de l'emploi à hauteur de 1 hectare d'espace de ferme. Expliquez peut-être ce que c'est que le Bec et Loin. Le modèle du Bec et Loin, c'est une ferme qui a été pensée par la famille des Bourguignons, qui se voulait réfléchir à l'échelle de la permaculture, c'est-à-dire avec des approches écosystémiques, et donc ne pas simplement miser sur des bénéfices en termes de productivité de légumes ou de fruits, mais également à travers toutes les sources de revenus et les externalités positives que peuvent générer une ferme, qui vont être les formations, les ateliers de jardinage, l'événementiel, la restauration. Et nous, c'est là-dessus qu'on a construit un petit peu notre modèle avec Merci Raymond, en se disant on ne va pas simplement miser sur les espaces les plus productifs pour vendre nos produits au kilo, comme je disais tout à l'heure, qui va être en concurrence avec des zones d'agriculture traditionnelle ou rurale, mais on va essayer d'intégrer d'autres dynamiques qui vont être plutôt sociales, écologiques, mais aussi de sensibilisation. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ça porte ses fruits, puisque notre resto aujourd'hui est économiquement rentable. Donc le Relais Restaurant dans le 11e arrondissement, je fais une petite pub pour lui. Et sinon, sur la partie sociale... Allez-y, donnez l'adresse, tant qu'on y est. Non, mais sérieusement. C'est au 10 rue de la Vacquerie, donc c'est entre Père-Lachaise et Voltaire. Voilà, donc je vous invite à venir. C'est un lieu qui est assez beau, parce qu'on a la chance d'avoir un toit potager de 300 mètres carrés dessus. Et donc du coup, le chef, tous les matins, va accueillir ces aromates pour les intégrer dans la cuisine. Donc là, on est sur du vraiment ultra local. Et on a une moyenne de 80 km sur toute la carte, du soir notamment. La difficulté, donc pour finir ce projet-là, ça a été vraiment la question de l'approvisionnement. Tout à l'heure, Bog en parlait, mais c'est vrai que cette question de l'approvisionnement alimentaire est très compliquée, cette problématique du dernier kilomètre. Et nous, on se rend compte que pour pouvoir y arriver, en fait, ça nécessite un peu de bricolage avec tous les maraîchers c'est celui qui a le plus de production à la semaine qui va s'occuper de la partie logistique, et du coup il va passer chez les autres maraîchers, récupérer les productions qu'ils ont, et c'est comme ça. Vous n'avez qu'une livraison à la fin, c'est ça? On essaie d'avoir au maximum qu'une livraison. Pour revenir sur la partie agriculture... Alors juste, moi j'ai juste une question, parce que je suis restée bloquée sur votre histoire de tomates 10 fois plus cher que l'espagnol. Du coup, comment vous arrivez à être rentable? Il est très cher votre restaurant, ou comment vous arrivez à être rentable partant de là? On s'est inspiré de Passard qui a l'arpège. Ah oui, dites donc, pas jusqu'au bout j'espère, parce que la betterave cuite à 80 €, je m'en souviens encore. On n'est malheureusement pas dans le 7e arrondissement, ou heureusement, dans le sens où en fait on s'est aussi confronté à un marché du 11e arrondissement qui a une offre très concurrentielle sur le secteur de la restauration. Donc on s'est dit, il faut faire du bon, avec des bons produits. On va peut-être revoir nos ratios à la baisse, on va peut-être revoir aussi le modèle économique, et c'est cette question de valeur aussi qui sera peut-être plus partagée avec les maraîchers, et on va peut-être aussi limiter certaines quantités, on va peut-être faire des cuisines de saison, donc ça va devenir aussi une certaine gymnastique de la part du chef, donc pas de gaspillage. On a aussi les alchimistes qui, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui travaillent sur la question de traitement des biodéchets. Donc 2 fois par semaine, passent récupérer tous les biodéchets qui réintègrent dans les composts. Voilà, ça n'a pas été évident, ça a été 8 mois de travail, de vraiment sourcer bien les producteurs, faire des relations de confiance avec eux.
Et aujourd'hui, on arrive à être à l'équilibre. Donc c'est un beau challenge. Et sur la partie sociale, donc de Oui, l'agriculture, oui, qui est une je vocation n'oubliais pas, j'allais vous très, y- très importante. Ouais. Nous, depuis 2-3 ans, on mène des actions en fait dans des banlieues de Paris. Donc c'est vraiment cette question de l'urbain avec le périurbain. On est intervenu à la Grande Borne à Grigny, à Stein en Seine-Saint-Denis. On va intervenir à Sartrouville, à la Cité des Indes, à la Cité des Musiciens au Mureau. L'objectif de ces actions-là, c'est vraiment de travailler avec le bailleur, le promoteur ou la ville à comment se réapproprier les espaces bétonnés pour en faire des lieux de production agricole, avec toujours un objectif final qui est alimentaire. On s'est rendu compte que eux, jardiner, bon, c'est chouette, mais bon, à quoi bon? Ben, en fait, non. Les vraies politiques qu'ils ont dans ces quartiers-là, c'est vraiment de la cuisine, les saveurs. Il y a beaucoup de personnes qui viennent de 4 coins du monde. Et donc, ils ont cette culture-là de bien manger. Et en fait, en prenant l'agriculture à travers la finalité qui est l'alimentation, on a réussi à embarquer les habitants, qui ne sont pas forcément des personnes qui viennent de milieux aisés. Et on s'est rendu compte que ça permettait, d'un point de vue social, donc du lien social, de la confiance en soi, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'être utiles aussi à leur quartier. Il y a aussi un système de réappropriation des quartiers, c'est dans le sens où, pour prendre l'exemple de la Grande Borne, on se rend compte qu'à Grigny, on tape la Grande Borne sur Google, c'est dès l'âge de 8 ans le frigo vide, les coups de feu, la drogue, c'est très négatif, c'est très anxiogène. À travers le prisme de l'agriculture urbaine, on peut se revaloriser, redonner aussi une image de là où on habite. Et ça, les habitants, ils en sont très fiers. On a réussi à embarquer tous les âges. Le plus difficile, c'est les adolescents qui voyaient leurs petits frères jardiner avec nous, leur maman. Donc après, ils venaient s'approprier les espaces. Et sur la finalité et la question de l'entretien, on a ciblé des ambassadeurs locaux qui ont continué et à pérenniser le projet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on limite aussi le nombre d'incivilités, c'est-à-dire qu'il y a très très peu de dégradation puisque ça a été fait avec les habitants. Sur la question alimentaire, on en revient. Il y a des études qui montrent que les personnes qui jardinent vont manger des fruits et légumes bien plus souvent et vont 3,5 fois plus souvent respecter cette obligation ou cette nécessité de manger, cette importance de manger incitation et de 5 fruits et légumes par jour. jour. Exactement. Voilà. Parfait. Annabelle Richard, donc, pour l'instant, on a parlé alimentation, autonomie alimentaire, mais vos travaux chez Utopie dépassent la simple alimentation. Vous vous êtes aussi intéressé à des biens manufacturés. Et donc, vous allez nous expliquer ce que vous avez découvert et pourquoi vous avez élargi votre champ d'études. Nous, quand on a eu l'idée au départ de cette table ronde, c'était en voyant l'implantation en centre-ville de grandes enseignes type Ikea, qui est le plus emblématique d'entre elles pour Paris, qui s'est implanté, comme vous savez, à la Madeleine. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un mouvement qui va perdurer? Est-ce que, en même temps, j'imagine qu'ils ne peuvent pas avoir à la Madeleine tout ce qu'ils ont dans leurs entrepôts en grande banlieue. Donc, je me souviens aussi d'avoir interviewé des responsables du développement durable de chez Ikea il y a plusieurs années. Et dans leur calcul de leurs émissions de gaz à effet de serre, en fait, la plus grosse partie, c'était les déplacements de leurs clients qui venaient justement chercher qui venaient en magasin en grande banlieue. Donc, vos travaux, pourquoi les biens manufacturiers aussi, et qu'est-ce que vous avez découvert? Donc en fait, on a élargi la réflexion que je vous ai expliquée tout à l'heure au début à l'alimentation à d'autres secteurs. Et donc on a regardé notamment les biens textiles, enfin en tout cas dans les secteurs prioritaires sur lesquels on peut se poser cette question de la part de local dans notre consommation. Il y a le textile, il y a le mobilier, effectivement, il y a le petit électronique et puis la chimie, donc toute la cosmétique, le parfum et un peu de plastique. Avec ça, on a déjà une grosse partie de la consommation de nos ménages et dont aujourd'hui on voit aussi qu'elle est énormément importée. Donc on a un taux là de 4% d'autonomie sur les biens manufacturiers en moyenne. Après, le fait qu'IKEA revienne en centre-ville, ça ne va pas jouer sur ce chiffre-là parce que là, on va juste être sur une ville distribuante et pas fabricante. Nous, on était vraiment sur la ville fabricante dans le sens où on produit localement avec les ressources locales, alors que IKEA continue à importer du bois. Après, il est certifié maintenant, donc
on a moins d'enjeux sur la déforestation, même s'il y a encore des enjeux sur le label. Mais là, c'est vraiment de la distribution en local. Alors après, je pense que du coup, Oui, ça mais permet... à votre avis, c'est utile quand même? Est-ce que ça va permettre à... Ça permet d'éviter certains déplacements. Je pense Ouais. parce qu'on va en magasin, on choisit et après on optimise les livraisons parce qu'après les livraisons sont voilà. optimisées. Après, nous, en tout cas, quand on se posait la question, on était un peu plus utopiste en se disant il faudrait que nos villes soient autosuffisantes parce qu'aujourd'hui, toutes les importations de matières premières pour fabriquer nos vêtements, nos mobiliers, elles ont un poids carbone énorme et elles sont clairement. Et c'est pas du tout uniquement le sujet de la mobilité, enfin de la logistique qui va être résolu. Et donc, on avait poussé la réflexion, en tout cas, en se disant demain, ce qu'il faudrait imaginer, c'est et donc on avait fait l'étude avec Fab City, qui est plus le mouvement des makers et des Fab Labs, de voir comment demain on peut relocaliser la production de mobilier. Donc typiquement, il y avait l'exemple d'OpenDesk, qui est un super exemple de production de mobilier dans des petits ateliers en centre-ville, mais avec des plans qui sont partagés en open source à l'échelle mondiale. Donc après, il y a des modèles à trouver d'ouverture comme Ikea, on a des modèles standardisés, optimisés, mais une production plus localisée. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies, elles permettent d'imaginer ça, d'avoir une économie plus distribuée et qui serait au service des centres-villes. Parce qu'aujourd'hui, la dynamique des centres-villes, quand on veut revitaliser les centres-villes, il faut essayer aussi de penser autre chose que le commerce et les services et de faire revenir aussi l'industrie, même s'il y a des enjeux de risque, d'acceptabilité des citadins. On ne parle pas de Lubrizol, là, forcément. Ce n'est pas forcément ce type d'industrie. Non, voilà, c'est du coup des nouvelles industries qui s'appuient sur l'économie circulaire, sur l'impression 3D, sur la microfactory. Il y a des microbrasseries à Paris. Voilà, donc c'était plus ça, en fait, la réflexion qu'on avait. Ça dépassait la partie Ikea revient oui, bien sûr. C'était juste pour ces deux sujets, en effet. Oui, tout à fait. Voilà. Et alors, est-ce que vous avez étudié certaines villes d'aussi près que vous l'avez fait pour Lyon? On n'a pas accompagné encore de territoire là-dessus. Après, on accompagne beaucoup de territoires sur le développement économique local et l'économie circulaire. Donc, on touche du doigt ces questions de la filière mobilier en local, la filière même production d'ampoules. Enfin, en fonction des territoires, on a travaillé avec Toulouse Métropole là-dessus. On voit quels sont les secteurs sur lesquels il y a beaucoup de demandes. Potentiellement, il y a une offre qui existe. Mais elle est à reboucler en local, soit en valorisant des déchets, soit en développant plus l'économie collaborative. Et donc, on a des réflexions là avec Toulouse sur ce sujet, par exemple. Et ce qu'on avait vu dans notre recherche, c'est qu'il y a des villes qui ont un beau tissu économique et industriel assez dense, comme Cholet ou Saint-Étienne, où il y a... Parce qu'historiquement, ils ont su garder cette diversité de secteurs et de tissus. C'est des territoires moins spécialisés que d'autres, qui vont être spécialisés sur la chimie, spécialisés... sur l'électronique. Et donc, pour moi, c'est des territoires plus résilients demain et plus riches aujourd'hui aussi parce qu'il y a une diversité plus forte. Mais est-ce que, par exemple, des territoires comme Cholet, est-ce qu'ils commettent la même erreur, en tout cas, que Lyon, avec qui exporte ce qu'il importe? Non, mais les dynamiques, elles sont... c'est les mêmes partout, en fait. En fait, il y a une dynamique depuis, moi, je ne vais pas vous réexpliquer ça, mais de 20e siècle de centralisation pour optimiser les flux avec des plateformes de distribution et de logistique qui a touché l'alimentation, mais tous les autres secteurs de consommation. Et en fait, on a des systèmes de consommation qui sont complètement déracinés des territoires et on a des choses absurdes qui sont faites, mais partout, en fait. C'est après, historiquement, en fonction des tissus économiques et même de la culture de certaines régions, on a gardé une diversité qui est intéressante. Mais c'est un constat qu'on peut faire. Mais est-ce que sur des produits, si on parle par exemple de petite électronique, le défi n'est pas encore plus grand que sur la tomate espagnole, à savoir que, je ne sais pas, ce qui est produit en énorme quantité en Chine, ça va être toujours moins cher que ce qu'on produit à côté de Angers, par exemple, qui a une... Oui, après, il y a des choses qu'on n'a pas, de toute façon. Il y a des métaux précieux qu'on n'aura jamais. Mais après, donc c'est là plutôt la partie économie circulaire, ou comment on revalorise les pièces. Maintenant, il y a des usines de réparation de téléphones qui sont mises en place, qui créent de l'emploi. Il y a des super modèles, en fait. Et donc, il y a des choses dont on va rester dépendant, et on connaît mais il y a des choses à imaginer quand même pour reboucler les boucles en local. L'idée, c'est pas de tout relocaliser, c'est juste qu'on a aujourd'hui un parce que sinon, ça ne plairait pas à votre voisin, justement. J'allais lui demander ce qu'il pensait de ça. C'est juste de dire qu'aujourd'hui, on a 2-3% et que c'est extrêmement absurde et un peu effrayant de se dire que... Voilà.
Mais est-ce que vous sentez une forte volonté des collectivités d'augmenter ce taux de 2 ou 3%? Et est-ce qu'ils en font, le cas échéant, un argument? On approche des prochaines municipales. Est-ce que c'est quelque chose qui monte dans le débat public et donc dans le débat politique finalement? J'ai l'impression que l'argument du localisme, il fait peur. Enfin, les consommateurs demandent plus de local parce qu'ils veulent plus de sens et plus de lien social. Mais ce n'est pas forcément une approche hyper protectionniste. Donc parler de local, ça peut renvoyer à des images plus de repli sur soi. Donc je pense que ce qui marche plus, ça va être le fait d'avoir des opportunités économiques nouvelles ou de se dire qu'on va réduire l'empreinte carbone du territoire. Donc oui, les territoires réfléchissent à ces choses-là, mais plutôt en parlant d'économie circulaire, de développement économique ou d'empreinte carbone, plutôt que en disant je vais être localiste. Donc c'est une autre façon d'aborder le sujet et de répondre aux questions, mais sans être forcément sur l'autonomie. Nous non plus, on ne pousse pas forcément l'autonomie en tant que telle, mais D'accord, voilà. merci. Oui, alors donc, justement, je vais vous poser la question, est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression, de la même façon que lors de table ronde hier, on a parlé des trottinettes qui concentraient une forme d'hostilité de la part des autres utilisateurs de la voirie, à tort ou à raison, hein, je ne sais pas le sujet, mais en tout cas, ce sont les nouveaux boucs émissaires, bien que pas les seuls responsables, loin de là. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'e-commerce est en train de devenir un peu aussi pointé du doigt? On voit là, à l'occasion du Black Friday, il y a des initiatives qui montent, hein, y compris de la part des pouvoirs publics, pour essayer de démontrer tous les effets négatifs collatéraux de ce genre de consommation à outrance. Vous, c'est quelque chose qui ne vous inquiète pas par rapport à votre modèle, ou vous pensez que peut-être de plus en plus vos consignes connectées vont effectivement servir à des choses plus locales, de commerçantes de proximité, etc., comme vous avez commencé à nous le décrire? En tout cas, elles sont faites justement pour pouvoir évidemment adresser la problématique du e-commerce, puisque c'est quand même un des premiers modes de consommation aujourd'hui en France, mais elles sont effectivement en architecture ouverte pour pouvoir être utilisables par tous, et donc évidemment également pour le commerce de proximité qui est qui est peut-être plus marginal aujourd'hui, mais on sent quand même effectivement qu'il y a une recherche de sens de la part des consommateurs, et que sur certaines typologies de services ou de biens, il y a une volonté des consommateurs de consommer local. Quand je parle de services, effectivement, ça peut être... bon, c'est assez évident, parce que c'est par définition, c'est souvent des services de proximité, que ce soit les cordonneries, le pressing ou autre. Mais dans l'alimentaire, effectivement, on le voit quand même de plus en plus avec les circuits courts, la volonté sur les produits frais de ne pas forcément passer effectivement par Amazon Prime, hein, mais plutôt aller chez son maraîcher de quartier. Donc non, moi ça m'inquiète pas plus que ça. Et de toute manière, le mode de consommation, on va dire, via le digital, c'est une évidence qui va continuer de se développer de manière extrêmement rapide. Donc non, au contraire, enfin, nous, on est assez optimistes. Vous avez beaucoup de concurrents, ou vous êtes comment ça, c'est un marché qui suscite beaucoup d'intérêt? Ce qui est très étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de concurrents. Alors, pas de concurrence sur l'habitat existant. Nous, notre conviction, c'est que notre premier marché, c'est le résidentiel existant, avec ses contraintes, des parties communes qui sont étroites, des budgets qui sont relativement restreints pour pouvoir développer de nouveaux services, et la volonté de ne pas vouloir forcément faire de travaux pour déployer de nouvelles infrastructures. Donc nous, on a conçu une solution qui répond exactement, enfin le plus possible à ces contraintes-là. Après, en revanche, dans les nouveaux programmes immobiliers, effectivement, on a des concurrents. Souvent intégrés. Mais ils sont complètement intégrés. Ils coûtent beaucoup plus cher, parce que c'est des infrastructures qui doivent être achetées par le promoteur pour être proposées aux futurs propriétaires du programme. Elle coûte cher, elle nécessite beaucoup de travaux, elle manque de flexibilité, puisque, voilà. Mais effectivement, dans la promotion, mais c'est 1% du marché, il y a des solutions alternatives à Box, qui sont d'ailleurs souvent proposées par les producteurs historiques de boîtes aux lettres, qui se rendent bien compte que le marché du courrier il est en train de se réduire de manière drastique, probablement. Ça fait un moment déjà. Donc, voilà, ouais. Et donc le courrier d'aujourd'hui, ce sera le colis de demain. Enfin, oui.
exact. Bon, très bien. Est-ce que certaines personnes dans la salle auraient des questions à poser à nos panélistes? Pas de questions. Est-ce que vous, panélistes, vous auriez un mot de conclusion peut-être à nous dire sur ce sujet? Comment est-ce que vous voyez évoluer les choses dans les prochaines années? Bon, on a déjà un peu touché du doigt ça. Je voulais peut-être, Annabelle, juste vous demander votre réaction par rapport à cette histoire de Black Friday, là, parce que ça fait un moment que dans les cercles un peu militants, c'est la bête noire. Bon. Mais là, peut-être je me trompe, hein, moi j'ai l'impression que ça a pris une autre ampleur cette année, le mouvement anti-Black Friday. On va voir ce que ça donne à l'arrivée. À mon avis, pas grand-chose. Je pense que beaucoup de gens vont quand même consommer. Mais ça a l'air quand même de concentrer beaucoup d'antipathie, on va dire. Oui, c'est vrai que je pense que la perception du grand public, elle a évolué en moins de 5 ans où historiquement, il y avait très peu d'entreprises qui étaient engagées contre le Black Friday. Mais il y avait, En France, oui. En France, oui. En tout cas, celle qu'on cite le plus souvent, c'est Patagonia qui même ferme ses boutiques le jour du Black Friday. Et quand elle les avait ouvertes, elle avait reversé la totalité des revenus de cette journée-là à ses fonds de soutien pour la biodiversité et la protection des espaces naturels. Mais j'ai l'impression que ça monte et j'ai l'impression que les entreprises sont un peu en retard. C'est-à-dire qu'elles commencent à faire énormément de publicité autour de cet événement qui est déjà un petit peu. Oui, c'est ça, ils ont un temps de retard, effectivement. Antidaté, Ouais, voilà. ouais. Bon, après, j'ai bon espoir que dans 5 ans, on ne parle plus de Black Friday. Mais... Et ce qui gêne, c'est surtout l'hyperconsommation, en fait. Oui. Enfin, c'est Ah pas oui, tant de consommer. Oui, mais du le Black liqueur. Friday, ça concentre tellement ça. C'est quoi. vraiment Oui, le mais c'est symbole exactement de ça. ça. C'est hyper. Il y a une perception très négative effectivement de ce phénomène d'hyperconsommation dans un contexte où aujourd'hui on cherche plutôt à optimiser les ressources. D'hyperconsommation, en plus dans un contexte de fortes soldes, de fortes réductions pour inciter à l'hyperconsommation, ce qui fait qu'en fait le producteur derrière, en fait, il se fait. Oui, socialement, c'est pas terrible non plus. Exactement. Ouais. Donc je pense que c'est ça surtout qui a Certainement, créé cette levée de bouclier. Hugo, un mot de conclusion sur l'évolution de cette consommation de proximité, alors plutôt dans votre domaine alimentaire? On n'a pas parlé d'un projet. Nous, on a remporté un appel à projet avec la ville de Mantes-la-Jolie, le groupe Pichet également, sur la réflexion d'un quartier productif de 40 000 m² dans lequel on a un espace de production, un espace de consommation et un espace aussi d'AMAP qui fédère tous les producteurs dans un rayon de 30 km. Et je pense qu'à terme, on tend vers des modèles où on aurait cette notion d'écosystème ou d'hybridation entre l'activité, la consommation, la restauration et aussi l'approvisionnement, et tout en fédérant le local. Et aujourd'hui à Paris, je crois que c'est dans le programme de Hidalgo, je ne sais plus comment ils l'ont nommé, mais c'est cette espèce de coopérative qui s'appellerait AgriParis, qui serait le fait de ramener Rungis dans Paris. Et je pense qu'on doit de plus en plus tendre vers ça, sur comment lier l'urbain, le périurbain, sans oublier le rural. J'étais ce week-end dans une famille en Aveyron de producteurs. C'est intéressant le discours très opposé qu'on peut avoir en ville sur ces questions d'alimentation, de local. Et il y a une vraie transition à aborder sur les questions alimentaires et d'agriculture. Mais il ne faut pas oublier que quand même une bonne partie de l'agriculture provient de toute la France. Et aujourd'hui, en plein cœur des villes, on est assez marginaux, entre guillemets. Et juste une question par rapport au projet que vous nous avez décrit, que ce soit celui de Mantes-la-Jolie ou d'autres avant. Qui est votre client? Et vous, en fait, quel est votre rôle dans le projet? Qu'est-ce que vous faites concrètement et à quel titre intervenez-vous? Et qui sont vos clients, en fait, ou vos donneurs d'ordre? Enfin, je ne sais pas comment vous les appelez. Mais... Là, c'est l'EPAMSA, donc c'est la collectivité qui a sollicité l'appel à projet. Le propriétaire du terrain, ce sera Pichet, donc le promoteur immobilier. Nous, on interviendra sur la partie agriculture et coopérative, donc c'est un lieu un peu mixte. Il devrait y avoir peut-être Veolia et EDF également sur le projet. EDF sur toutes les notions d'autonomie, d'électricité, et Veolia sur la partie pisciculture, qui se positionne de plus en plus sur ces enjeux-là. Donc on l'a présenté au forum urbain il y a quelques semaines avec donc tout le gratin de l'immobilier, et il était reçu comme un appel à projet relativement innovant, surtout à 1 heure d'une ville comme Paris,
puisque c'est un espace qui est sur le long de l'autoroute A13 et qui se veut pas simplement un centre commercial tel qu'il peut être fait et ceux vers qui on était en concurrence, mais un espace de destination tourné autour de l'agroalimentaire et le productif. Vous étiez en concurrence contre des centres commerciaux, en fait? Exactement, des acteurs traditionnels du centre commercial. Et en fait, on tend vers un modèle comme celui-ci. On échangeait beaucoup aussi avec le groupe Les Mousquetaires. Et on se rendait compte qu'eux, une vraie problématique qu'ils ont, c'est l'attractivité de ces centres commerciaux et comment les réinventer à l'ère de la relocalisation. Et notamment cette question des marques locales sur les municipales, je pense que c'est un des thèmes aussi qui se pose. Certes, il ne faut pas non plus rester dans une... Il n'y a pas le repli sur soi, mais... Voilà, dans un repli sur soi, merci, mais plus sur une notion d'économie, et ça va en lien avec l'émergence de ces monnaies locales aussi. Ah oui. Effectivement, on n'en a pas parlé, on aurait pu... Annabelle n'a pas l'air tout à fait d'accord, c'est... Non, mais les monnaies locales, c'est extrêmement, pour le coup, alternatif. Mais oui. dans l'entre-deux, en effet, il y a comment créer de nouveaux espaces qui permettent de recréer les échanges. On parlait des hubs alimentaires ou les clusters, mais comment on pense autrement les centres commerciaux demain et comment on pense des espaces plus petits où on peut aussi avoir du lien social et on peut avoir des commerces de proximité et de la production. C'est-à-dire que c'est tout le modèle, en fait, de vente va être repensé avec une économie qu'on veut plus distribuer et aussi avec le soutien des nouvelles technologies. Je pense que du coup le numérique peut apporter le pire comme le meilleur. Oui, c'était un peu effectivement mon point sur comment s'en servir pour qu'à la fois pour qu'en fait il favorise plus de relocalisation et de lien social que l'inverse, quoi. Et effectivement, il peut être utilisé. Tout est possible parce que maintenant il y a tous les systèmes de blockchain, de peer-to-peer où on a des vrais beaux modèles communautaires qui ont émergé sur les productions d'énergie renouvelable partagée, sur de la vente en direct en producteur avec les nouvelles technologies aussi. Donc, un mélange de ça et d'une nouvelle façon d'aménager la ville, ça peut faire des vrais beaux lieux qui redonnent toute sa place à la production locale. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous les trois.